Pierce, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé au sein de la firme PricewaterhouseCoopers à Bruxelles. Vous étiez également jusqu'il y a peu le président de l'Institut des auditeurs bancaires de Belgique. Et pour être complet, vous avez enseigné durant plus de 20 ans l'information financière et son contrôle auprès de plusieurs universités. Alors, je voudrais aujourd'hui m'entretenir avec vous du métier d'auditeur bancaire. C'est à vrai dire un métier étonnant, puisqu'il oblige ceux qui le pratiquent à se munir en quelque sorte d'un grand angle, tant les métiers pratiqués par les banques sont multiples. Et par ailleurs, il requiert une spécialisation de plus en plus poussée dans des matières parfois aussi pointues que la modélisation mathématique. Vous avez raison. Le métier d'auditeur bancaire a significativement évolué ces dernières années et, en raison des événements que nous avons connus récemment, est appelé à s'étendre à de nouveaux domaines. Il faut quand même se souvenir que dans de nombreux pays, dont la Belgique, la Suisse, dans une moindre mesure quelques pays européens, sa mission est double. Il est non seulement, ou il exerce non seulement une mission de droit privé, à savoir conforter les actionnaires ou les investisseurs dans la qualité de l'information financière, mais il participe aussi au contrôle prudentiel des marchés, et cela avec l'aide des autorités prudentielles. Ce métier fait en plus l'objet de réflexions au niveau de la communauté européenne qui voudrait le voir bien plus proche d'un processus de gouvernance des établissements de crédit et au niveau des États-Unis qui souhaiteraient un rapprochement, une proximité plus grande entre l'auditeur bancaire et le superviseur. Donc, nous avons un métier qui est bien plus large que celui qui était exercé il y a 15 ans, 20 ans. Les matières juridiques et réglementaires sont énormes. Il a besoin d'actuaires, il a besoin, comme vous l'indiquez, d'experts en modélisation. Il doit aujourd'hui analyser des informations macroéconomiques, pour preuve la crise des dettes souveraines. Il est confronté à une fiscalité internationale complexe, des directives supranationales, initiatives gouvernementales, lesquelles sont parfois contradictoires, et couvrant tout cela, un système d'information de plus en plus complexe. Donc, que dire si ce n'est qu'aujourd'hui, attester d'une image fidèle de l'information financière, en agissant seul, est devenu inimaginable. En fait, l'expert qu'il était, ou l'image d'expert qu'il était, se transforme aujourd'hui en l'image d'un chef d'orchestre, qui doit s'entourer d'artistes, de musiciens, de haute qualité. Son rôle devient celui d'un homme de diagnostic qui va identifier les ressources, l'expertise qui doivent l'entourer. Les institutions financières, banques, assurances et autres, sont aujourd'hui peuplées d'experts, de plus en plus pointus. Il a donc l'obligation, pour pouvoir les contrôler, de s'entourer d'experts qui devraient au moins être aussi pointus que ceux qu'il contrôle. Alors c'est une nouvelle démarche, elle n'est pas sans risque, elle entraîne un coût. Il faudra convaincre les investisseurs, les dirigeants que c'est une démarche qu'ils ne pourront, ou à laquelle ils ne pourront plus échapper. Tout ceci pour indiquer que ce métier en évolution ouvre la voie à de nouvelles compétences, en fait à de nouvelles carrières. Et il est à l'agenda des plans stratégiques de la plupart des grands cabinets, dont notamment le Pricewaterhouse, où je suis associé. Alors, vous parliez à l'instant d'image fidèle. Ici aussi, les choses sont quelquefois loin d'être simples, puisque ce concept d'image fidèle se réfère à des normes comptables et prudentielles qui divergent de continent à continent, voire de pays à pays, comme on l'observe d'ailleurs au sein même de l'Union européenne. C'est bien cela? Tout à fait. Il s'agit là d'une question excessivement complexe et qui plus est à l'origine de nombreuses critiques. Les comptes sont-ils encore pertinents? Les auditeurs ont-ils encore dans un tel contexte un rôle à jouer? À cela s'ajoute que beaucoup de lecteurs intéressés ou de parties intéressées par l'information ne connaissent pas les limites de l'audit. Les investisseurs, les salariés, certaines autorités n'ont pas connaissance que l'audit ne donne un confort que jusqu'à une certaine mesure. Ce qui est mieux connu, bien entendu, ce sont les scandales. Tout le monde connaît Enron et sait qu'un cabinet d'audit très prestigieux a disparu avec ses 100 000 collaborateurs au début des années 2000. Donc, les images populistes sont connues. Le contenu et l'intégrité nécessaire l'est beaucoup moins. Parce que finalement, qu'est-ce qu'attester une image fidèle?
C'est tout simplement confirmer que des états financiers, une information financière, correspond à un corps de règles. Alors tout irait bien s'il n'y avait qu'un seul corps de règles. Le malheur, c'est que les pays ont développé divers corps de règles, qu'il a fallu longtemps avant qu'il y ait des normes internationales. Qui plus est, les règles fiscales sont différentes, certaines règles réglementaires sont différentes aussi, celles de certaines autorités prudentielles le sont aussi. Donc on arrive à ce paradoxe d'avoir pour un même établissement plusieurs états financiers vis-à-vis duquel l'auditeur atteste à chaque fois qu'il donne une image fidèle, même si les résultats sont différents. Donc il y a vraiment un besoin de clarification. Il y a de plus une autre dimension qui est venue compliquer ou complexifier la compréhension de l'image fidèle est celle de la juste valeur. La juste valeur est présente maintenant dans toute information financière. Elle est très difficile à comprendre. C'est le cas de principes patrimoniaux. Et en fait, crée un véritable antagonisme entre la vision de marché et la vision de stabilité que nos régulateurs voudraient voir en place. Ceci ne simplifie pas la compréhension de ce qu'est une image fidèle. Donc il conviendrait de clarifier cela, de rendre ceci bien plus compréhensible. Alors il y a diverses dimensions, pour quelques exemples que je pourrais donner, où le rôle des auditeurs serait appelé à évoluer. Par exemple, lorsqu'un établissement est appelé à porter un jugement sur une valeur d'un actif, d'une opération, d'un produit. Ce jugement devrait être rendu transparent, avec un avis d'auditeur en disant est-ce que ce jugement est pertinent dans les circonstances. Il y a aussi une forme de communication qui devrait changer, éviter la langue de bois lorsqu'il faut déclarer des risques opérationnels, par exemple. Également, des déclarations de bonne gouvernance, mais qui ne sont que des déclarations populistes. Est-ce qu'effectivement les règles sont bien observées? Donc il y a toute une évolution qui devra intervenir et qui ira bien au-delà d'une simple application mécanique de règles comptables. Qui dit nouvelles appréciations, nouveaux contrôles, nouveaux jugements, inévitablement fait appel, comme je l'ai dit tout à l'heure, à de nouvelles compétences. Si l'on regarde très rapidement l'évolution historique, Enron, les scandales du début des années 2000 ont conduit à une accentuation du contrôle interne. C'était la démarche qui avait été entreprise. Les crises financières maintenant démontrent des défauts de comportement bien plus larges que celles qui relèvent uniquement d'un contrôle interne. D'où les compétences, les connaissances des intervenants devraient être beaucoup plus larges qu'elles ne l'étaient dans le passé. Alors, on comprend de ce qui précède que la formation continue des professionnels de l'audit bancaire est primordiale à plusieurs titres pour les firmes d'audit, car il en va d'abord de la qualité de leur signature, et puis ces firmes sont en concurrence. Est-ce donc à qui investira le mieux dans la formation? Aujourd'hui ou demain, la formation n'est pas seulement primordiale, elle deviendra l'argument concurrentiel primordial entre les grands cabinets pour pouvoir s'attirer les meilleurs talents. Donc, ils devront développer une formation interne encore plus intense que ce qu'ils n'avaient auparavant pour assurer une compétence et une qualité. Étonnamment, alors que nous estimons que les compétences sont les premiers garants de la crédibilité du métier, les autorités, dont les autorités européennes, développent plutôt des solutions structurelles qui visent à assurer une meilleure indépendance. Il y a là un certain conflit. Il est vrai que indépendance et compétence sont nécessaires pour la qualité. Mais si les conditions d'indépendance en arrivent à devoir restreindre des champs d'application d'experts, comme je vous indiquais, le chef d'orchestre qui s'entoure d'experts, si celui-ci ne peut plus exercer ses compétences que dans un contexte de contrôle, il est bien entendu que cet expert fuira, quittera le bâtiment et que dès lors la qualité du contrôle, la crédibilité du métier sera moindre. Donc il s'agit là d'une situation relativement gênante. Indépendance et compétence doivent être réunies. Si l'une de ces deux conditions n'est pas présente, ou bien les observations ne seront pas pertinentes, ou bien les observations manqueront de rigueur. Il n'y a pas d'autre solution, donc, que le choix qui est pris par ces grands cabinets de malgré tout parier sur la formation comme étant la seule solution à terme pour eux d'assurer leur pérennité. Voilà donc pour ce qui est du profil des auditeurs de banque. Maintenant, on le constate depuis le début de la crise du secteur en 2008, le cadre législatif relatif aux activités bancaires fait la une de l'actualité. Les autorités prudentielles et les États veulent à tout prix affiner leurs analyses. On parle de contrôle renforcé à propos de la liquidité des banques, mais il y en a bien d'autres.
Vous qui êtes au cœur du métier de l'audit externe, quel est votre témoignage au sujet de la mutation actuelle qui s'opère dans le secteur bancaire? Et en quelle mesure cette mutation impacte-t-elle l'exercice de votre métier? Le cadre législatif et réglementaire a explosé. Et nous ne voyons probablement aujourd'hui que la partie visible de l'iceberg. Nouvelles réglementations, nouveaux ratios, tout cet ensemble d'éléments contraignants affecte inévitablement les établissements, leur capacité de développement, voire leur taille ou leurs produits. Autre dimension, hormis le réglementaire, est une évolution de nature commerciale. Les smartphones, les tablettes vont devenir l'outil, ou le premier outil du moins dans les banques de retail ou dans la partie retail, d'accès au marché. Donc, nouveaux intervenants. Il faut une dimension technologique beaucoup plus importante et l'on pourrait imaginer que les prochains concurrents ne seront plus les banquiers entre eux, mais l'intervention d'entreprises technologiques qui vont allier technologie et proximité de la clientèle. Autre dimension, dans l'évolution, des pressions sociétales, des pressions civiques, des pressions écologiques, des pressions de l'ordre démographique, transforment ou changent le mode opératoire. Il n'y a plus lieu aujourd'hui de ne pas tenir compte de ces dimensions. La communication devra, elle aussi, évoluer dans ce sens. De plus, cette évolution a des conséquences au sein même du métier. Les catastrophes que nous avons connues, comme celle qui a été présente au Japon et bien d'autres, vont inévitablement provoquer des changements dans l'attitude qu'auront les banquiers vis-à-vis de l'octroi de crédit. C'est un élément important. Les mesures d'austérité vont également modifier les conditions auxquelles les crédits seront accordés, qu'on ne prend cet exemple. Donc, nouveaux modes de communication, nouveaux produits, nouvelles mesures, nouveaux talents. Alors, où trouver les talents? Première solution, allons voir chez les concurrents. Seconde solution, allons voir à l'étranger. Les deux solutions sont vouées à l'échec. Aller voir chez les concurrents, d'abord, va inévitablement provoquer la répartie, donc le marché sera desséché très rapidement. Allons voir à l'étranger, solution coûteuse et qui plus est conduit à engager des ressources qui ne seront pas nécessairement fidèles à leur employeur. Donc, solution pour un temps, qu'en est-il de la solution à long terme? En fait, il n'y a pas véritablement de solution accessible. La solution appartiendra à l'établissement qui sera suffisamment imaginatif et créatif pour créer un ensemble dans lequel les compétences qui les rejoignent ont d'abord un sentiment de sécurité, ont un sentiment de pouvoir exercer véritablement leurs compétences, de disposer d'une formation qui permettra d'être propulsé à un autre niveau, formation qui sera prise en charge par l'établissement ou, le cas échéant, par des intermédiaires en ressources humaines. Tout ceci entraînera un coût élevé, c'est un défi de taille très difficile à gérer, auquel ils se sont déjà attelés. Eh bien, Robert Peirce, je vous remercie. Merci également.